Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la Côtier, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché, bien évidemment le Bitcoin. J'espère que vous allez bien en ce vendredi 14 octobre 2022. On va commencer tout de suite avec les nouvelles, notamment le taux d'inflation qui est sorti hier. Je pense que vous l'avez vu, vous avez vu la volatilité sur les marchés, alors que sur les marchés classiques ou les marchés crypto, on va en revenir un petit peu plus, mais globalement on est arrivé à 8,2 pour l'inflation classique au lieu de 8,1 prévisionnel, et surtout nous avons le Core Inflation Rate qui était à 6,6 au lieu de 6,5 et précédemment 6,3. Donc une augmentation claire et augmentation de l'inflation majoritairement portée sur le shelter et la nourriture qui contrebalance justement un petit peu la baisse de l'énergie que l'on avait justement en septembre. Donc c'est un moment un peu crucial. Je vais revenir dessus tout à l'heure dans l'analyse et je pense que je ferai une partie de l'hebdomadaire de demain dessus. Si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à regarder demain. Alors, on continue dans les nouvelles avec les crypto-assets qui sont maintenant déterminés en fair value. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça permet aux sociétés de mettre un fair price dans les cryptos qu'ils possèdent dans leur trésorerie, dans leur balance sheet. Donc c'est vraiment important. Historiquement, elles étaient considérées comme intangibles et donc on demandait aux sociétés de prendre le prix le plus bas sur la période dans laquelle ils déclaraient. Ça voulait dire que si jamais on faisait un rapport annuel, on prenait le prix le plus bas du BTC et c'était le prix des assets que l'on possédait. Alors que maintenant, on peut rentrer un fair price dedans. Donc ça va avoir une meilleure valorisation pour les assets qui sont au sein des trésoreries des sociétés. Donc c'est très important parce que tout simplement ça veut dire que on n'a plus la partie la plus basse régulièrement, surtout sur des actifs hautement volatiles comme par exemple le BTC ou les crypto-monnaies en général. Donc ça veut dire qu'on peut possiblement avoir une politique de trésorerie basée sur une partie en crypto-monnaie pour gagner de la volatilité et justement pouvoir en tirer parti à travers le fait de pouvoir déclarer en fair price. Ça c'est très important pour les sociétés, c'est très important pour l'adhésion de la chaîne notamment de cryptocurrency et de mise en place de cryptocurrency au sein d'une trésorerie d'une société. Ensuite, nous avons des chiffres qui sont tombés sur cette année. Actuellement, nous avons produit depuis le début 2022 36% de plus, enfin 36% des contrats actuellement développés et déployés ont été effectués cette année. C'est juste colossal. C'est juste colossal. Ça montre à quel point, justement, la notion de crypto winter est toujours très relative. C'est toujours un crypto winter lié majoritairement à une question de prix. Et là, on voit, c'est vraiment ce qui, en tout cas, moi, personnellement, c'est ce que je considère comme différenciant par rapport aux autres crypto winter que j'ai pu voir. C'est que, actuellement, on a une communauté qui construit très, très fortement. C'est la première fois que je vois autant d'applications et autant d'équipes dédiées au développement durant un crypto winter. C'est vraiment la première fois et c'est, je pense, un point crucial sur lequel on voit une grosse différence et peut-être aussi qui donne une résilience à la crypto actuellement parce que les personnes bossent. Et il ne faut pas que bosser, elles lèvent des fonds. Uniswap, par exemple, vient de lever 165 millions de dollars pour moderniser et simplifier sa plateforme et globalement la rendre accessible aux débutants. Donc ça veut dire favoriser la masse adhésion. Pour moi, c'est excessivement important. On a aussi un autre acteur, on a Stellar. Qu'est-ce qu'ils font? En plein bear market, lance une incentive de 100 millions de dollars pour favoriser le développement d'applications sur son écosystème et sa plateforme de smart contract se rebond. Voilà. Enfin, donc du coup, on est vraiment dans un écosystème qui continue à vivre et qui même continue à s'accélérer malgré une grosse problématique macroéconomique et un bear market bien présent. Et même, on va dire, d'autres problématiques liées, par exemple, au hack, parce qu'on a quand même eu, en 2022, énormément de hacks présents, et notamment, le dernier en date, c'était la BNB Chain, qui a été donné gros hack, qui a été effectué, dans lequel on a un petit peu de nouvelles. Ça y est, ils ont effectué la hard fork pour, justement, corriger la vulnérabilité qui avait été trouvée. Et à côté, ils ont annoncé en même temps, ils ont fait une pierre de coups, leur burning qui a été fait, donc 2 millions de BNB ont été burn, soit 540 millions de dollars. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup le BNB, leur système de burning qui permet globalement de diminuer la total supply, la max supply, et donc forcément on se retrouve avec une augmentation des prix et une diminution des BNB.
Autre chose, en parlant de hack, une faille de sécurité a été trouvée, notamment dans le Cosmos SDK. Je dis bien trouvée et pas exploitée, parce que c'est un développeur qui l'a trouvé, qui l'a reporté directement à l'équipe de développement de Cosmos, qui va proposer un correctif aujourd'hui, mais l'ensemble des Cosmos, en tout cas des blockchains construites sur Cosmos SDK qui ont l'IBC activé, IBC qui permet notamment l'interconnexion et l'interopérabilité, vont avoir en fait une problématique et donc vont devoir patcher leur code avec notamment ce qui va être déployé aujourd'hui. Donc c'est très important que l'ensemble des BC le fasse, qui utilisent l'IBC ou qui vont être amenés à utiliser l'IBC. En tout cas, c'est une bonne nouvelle que ce soit trouvé avant. On ne connaît pas l'impact réellement de cette faille. Est-ce que c'est une énorme faille ou pas? Là-dessus, on n'a pas encore trop d'informations. Je pense qu'on aura des informations une fois que ce sera tassé, une fois que tout sera déployé. On a terminé sur les nouvelles. On va attaquer la partie technique. Mais je vous rappelle que le Discord est à disposition. C'est un lieu unique dans lequel on regroupe toutes les informations sur la crypto-monnaie, la blockchain, le trading et l'investissement. Il y a une communauté de passionnés, c'est un lieu de partage. Et pour aller plus loin, si vous souhaitez aller plus loin, on a mis en place une partie premium avec plein d'avantages, comme par exemple beaucoup plus de contenu, jusqu'à 100 vidéos, 300 pages de guide, et ça continue à augmenter toutes les semaines, des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des guides et des formations sur la blockchain, des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens que j'effectue pour vous donner un état du marché, globalement tout pour aller plus loin, tout pour être prêt pour justement le prochain bull run. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, tout est en commentaire et en description, donc je vous dis à très vite. On attaque notre analyse, et cette fois-ci pas par notre habituel récapitulatif, on va attaquer directement par deux choses. Un, les taux d'inflation. Taux d'inflation, on va faire un petit point dessus, même si je vous dédie la vidéo de demain, donc de samedi l'hebdomadaire, je vous invite vraiment à la regarder, dans lequel je fais un état du marché sur l'inflation, et je pense que je vais parler du crash obligataire, je vais parler des taux d'emprunt, la problématique qu'on risque d'avoir sur l'immobilier américain et l'impact que ça va avoir sur l'ensemble de l'économie. Bref, je passe un petit peu sur tout, et ce qui est intéressant, c'est que là, on est en train d'aller voir deux choses. Un, ce qu'on appelle le core inflation rate, qui est celui qui a augmenté, qui pose clairement problème, parce que on était déjà dans une pente descendante, on avait quand même eu un taux qui était un petit peu plus bas, et sur lequel on avait une perspective d'un taux allant plus haut, mais qui justement était censé être à peu près contrôlé, donc notamment arrivé au précédent. Bon, le problème c'est qu'on l'a dépassé, donc on est vraiment dans quelque chose où on reteste pas une zone supérieure, on fait un break of structure, donc on continue la hausse, et ce qui est important c'est que la notion de core justement d'inflation rate, c'est quoi? C'est vraiment l'essentiel retiré de la volatilité liée à la nourriture et l'essence, enfin, et globalement l'énergie. Donc on se rend compte que là l'essentiel continue à pousser, alors que on a ici en orange en fait le taux classique sur lequel on est à 8,20, donc on a quand même quelque chose, le taux quand on prend la totalité, qui est en descente, ok, mais parce que en même temps, sur les hydrocarbures et sur l'énergie en général, on a quand même énormément baissé. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce qu'on voit bien que l'impact des taux et l'augmentation des taux joue notamment sur la partie shelter, donc qui est la partie liée à l'habitation, et qui porte un intérêt monumental au niveau des US. Je vais m'arrêter là juste pour vous expliquer rapidement que globalement on rappelle que aux US on n'a pas de taux fixe au niveau des emprunts, donc ça sous-entend que si on a une augmentation des taux, on a une répercussion des taux et donc une répercussion de la capacité de remboursement des personnes qui utilisent tout simplement des crédits aux USA, très important, c'est l'élément très clair, et c'est pour ça qu'on a une réaction toujours très forte quand on a le shelter qui augmente. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller voir le month to month. Month to month, ça veut dire quoi? Ça veut dire le taux d'inflation par mois qui vous permet de voir, ici c'est à l'année, c'est annualisé, c'est la représentation d'une projection du taux d'inflation à l'année par rapport à l'inflation mensuelle, qui est une représentation de l'inflation prévisionnelle par rapport à l'année précédente, et on voit que au niveau du month to month, on a bien augmenté de 0,4 sur le mois de septembre, alors que le mois de septembre, on a eu une baisse colossale sur l'énergie, et justement, on aurait pensé que justement on serait soit à 0, soit potentiellement descendre plus bas, descendre en négatif. C'était un petit peu une pensée qu'avait Wall Street d'ordre général, avoir quelque chose sur lequel on avait une vocation à descendre. Alors,
Vous allez voir, on va après aborder cette notion quand on ira voir le Nasdaq. Est-ce que réellement c'était un problème de pricing ou pas? Ça, c'est la grande question que tout le monde se pose maintenant quand on a vu la réaction qu'il y a eu et l'énorme volatilité qu'il y a eu. C'est la grande question. Alors, on va juste faire un petit tour rapide sur quelque chose qui est passé un petit peu inaperçu et qui est pas petit. Je voulais en parler hier, mais je n'ai pas eu le temps. La quotidienne était déjà trop longue, donc j'en profite maintenant. C'est les obligations britanniques. Donc on sait qu'on est dans une pseudo-crise obligataire. Je pense que je vais en parler aussi demain au niveau des USA, mais quelque chose qui est passé très vite inconnu, c'est vraiment la crise obligataire britannique. Actuellement, le gouvernement anglais a sauvé, on va pas dire l'économie mondiale, mais si on devait aller très loin, on pourrait le dire. Pourquoi? Parce que actuellement, les fonds de pension anglais étaient en train de s'effondrer totalement, parce qu'ils possèdent tout simplement des obligations, ce qui est normal, et ces obligations ont chuté de façon colossale, notamment avec l'augmentation du yielding des taux US, et le problème c'est qu'on se retrouvait dans une zone avec des appels de marge très forts dans les fonds de pension, dans lequel on avait une potentielle faillite qui était en cours, et donc ce qui s'est passé c'est que la banque centrale anglaise a décidé d'allumer la planche à billets pour acheter notamment toutes les obligations qui étaient vendues, et là nous avons notamment le prix des obligations. Ici, en bleu, nous sommes à 2 ans, en orange, nous sommes en 5 ans, et en bleu clair, enfin en vert clair, comme vous souhaitez, en cyan, nous sommes à 10 ans. Et si on voit la chute colossale qu'il y a eu, heureusement, et là le petit rebond que vous voyez, c'est le rachat effectué. D'accord, c'est vraiment le rachat effectué par la banque anglaise qui a décidé, d'ailleurs aujourd'hui, ça se termine aujourd'hui, d'arrêter les rachats. En fait, ils ont racheté tout ce qui devait être racheté de façon à ce que, sur un prix plancher, de façon à ce que les personnes puissent épurer tout ce qu'ils avaient à épurer en termes d'appel de marge et tout ce qui posait problème. Donc normalement, on devrait avoir des fonds de pension qui sont clean, anglais, et derrière repartir à la hausse. Alors, pourquoi je vous dis l'économie mondiale? Parce que il faut vous dire que c'est juste les Anglais. Non, on est dans une économie qui est interconnectée très fortement. Les fonds de pension de la Citiz, on n'oublie pas, ça s'appelle la Citiz, ce n'est pas pour rien, c'est une place vraiment économique qui avait une portée colossale, et là actuellement on parle de fonds de pension qui existent depuis très longtemps, donc qui ont une interconnexion monumentale avec l'ensemble de l'économie mondiale. Et donc derrière, si les fonds de pension de la Citiz s'écroulaient, je peux vous assurer que on aurait eu une réaction en chaîne derrière. Donc on peut dire merci quand même aux Anglais qui d'ailleurs ont rallumé la planche à billets pour pouvoir sauver les fonds de pension et pouvoir sauver en fait globalement les obligations qui ont été déterminées. Ce qui explique aussi mon petit tweet de ce matin que je vous ai envoyé sur lequel on voit que le taux de yielding des obligations de l'Angleterre dépasse celle de la Grèce. C'est quand même assez c'est vraiment représentatif de la problématique actuellement de l'Angleterre et de l'action qu'ils ont effectuée. Je pense qu'ils ont eu raison de sauver les fonds de pension à un moment donné. Après, il faut voir est-ce que ça tient ou pas. Ça va être la grande question qu'on va se poser à partir du moment où ils vont arrêter la planche à billets. Donc aujourd'hui, voir vraiment si derrière on va avoir une reprise des fonds de pension ou pas. Mais dans tous les cas, on est dans une crise obligataire, ça on le sait, pas que en Angleterre, aux États-Unis aussi, et ça il va pas falloir l'oublier parce que ça va jouer énormément. L'autre point que ça donne, c'est l'augmentation des taux de la Fed entraîne une augmentation des obligations, du yielding des obligations américains, et forcément ça veut dire aussi des déplacements de capitaux. C'est pour ça que le dollar est si fort en ce moment, c'est une des raisons, et à côté c'est aussi une des raisons pour lesquelles on voit une fuite des capitaux de la livre sterling et des euros en dollars derrière, parce que quand on a une obligation américaine qui continue à progresser, sur lequel une obligation à 2 ans dépasse celle des 30 ans et des 10 ans, il y a un intérêt fort à aller chercher. Donc derrière, on risque d'avoir une crise de la dette, oui, ça on le sait déjà depuis un certain temps, mais surtout ce qu'il va falloir surveiller, c'est la crise obligataire. J'en parle notamment demain, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo de demain. Alors, on va terminer, on va attaquer la partie crypto, qui commence par notre rappel où je vais le faire très vite. Rappel idiotiste, vague d'impulsion idiotiste, vague 1, 2, 3, terminée en avril.
Nous sommes dans la 4 composés en A, B, C, B avec extension, C avec extension. Nous sommes dans un niveau intéressant. Est-ce qu'on peut descendre plus bas? Oui, 14 500. Oui, 10 000. Ce sont deux targets qui sont donnés, soit un par la zone de retracement, deux par la zone d'extension de Fibonacci qui a été donnée de l'extension de la A sur le retracement de la B. Est-ce qu'on est dans une zone d'achat long terme? Oui. Est-ce qu'on peut rentrer en DCA si on est intéressé par le BTC? Oui. En tout cas, personnellement, moi, mes achats DCA sont actuellement en train d'être faits avec notamment un bot automatisé de façon à pouvoir lisser mon entrée toutes les 8 heures sur un certain nombre d'actifs. Donc on est dans une zone très intéressante. Est-ce qu'on peut descendre plus bas? Oui, on ne l'oublie pas. Il faut toujours garder du cash exprès. On va zoomer dans cette partie ici dans laquelle nous avons cette représentation d'une accumulation de wick-off très classique, dans lequel c'est une pattern qui a pour vocation, qui est bullish, qui a pour vocation de créer des zones de support pour créer de la liquidité, récupérer ces liquidités et globalement accumuler un maximum avant de pouvoir créer une envolée des prix par une prise de liquidité forte. Le principe, c'est d'avoir un selling climax, l'arrêt de la tendance baissière, automatic rally, donc retracement, secondary test, on reteste, et ensuite, derrière, idéalement, soit on fait une réaccélération haussière pour renforcer la R, soit on casse, on fait le STB, donc prise de liquidité basse. On voit bien qu'on a une prise de liquidité continuelle dans cette schématique, avec une problématique de liquidité. Si on zoome un petit peu, justement, on voit très bien ce type de schématique-là, dans lequel on va avoir des patterns de compression qui se mettent en place continuellement et des cassures haussières ou baissières. Pareil, ici, nous avions, sur cette zone-là, des parties avec un canal, ce qu'on appelle un cric haussier, dans lequel on est allé prendre les liquidités de ce cric, parce que le cric était comme ça, on est allé prendre les liquidités hautes, ensuite on a pris les liquidités basses, ici dans cette zone-là, on a réintégré, et ensuite on a recassé, donc on est vraiment dans de la manipulation, pour pouvoir récupérer de la liquidité, ce qui est logique, hein, étant donné qu'on est dans une contraction des liquidités mondiales, à travers la macroéconomie générale que l'on a. On n'oublie pas que le BTC est un actif risqué, et dans lequel on a des acteurs qui, derrière, ont besoin de liquidités et de fonds pour pouvoir fonctionner à travers, que ce soit les exchanges ou que ce soit les mineurs, donc forcément on va avoir de la manipulation, ce qui est classique. Ensuite, on a ici en 1 heure un petit peu le cours qui est en train de se dessiner. Je vous avais dit que principalement on avait ici une schématique, il fallait faire très attention, sur lequel on avait une divergence haussière, qu'on pouvait aller prendre la liquidité basse, mais que à un moment donné on allait avoir une réaction haussière, notamment avec les clusters de liquidité qui se trouvaient dans la partie supérieure, qu'on avait peut-être de la manipulation pour créer de la liquidité de shorter, que potentiellement on allait continuer à s'enfoncer pour liquider les longues, voire renforcer le short. Qu'est-ce qui s'est passé? On a cassé baissier avec l'annonce de l'inflation et derrière on a enfoncé totalement les shorters et très fortement il reste quasiment plus rien ici au niveau des shorts. Les shorts qui sont en train de se positionner sont des positions qui sont présentes et qui sont renforcées en fait dans cette zone là, dans la zone ronde, ça c'est les nouvelles, ici c'est les anciennes, dans lesquelles on a encore un petit peu de short, donc on pourrait avoir encore une accélération haussière pour remonter. De toute façon on le voit bien par ces bougies, des bougies qui sont très longues, très fortes, très puissantes, qui montrent justement le mouvement qui a été donné d'impulsion lorsqu'il y a eu des clusters de liquidation très forts. Ce qui est intéressant, c'est que ces clusters de liquidation, quand on regarde un petit peu la répartition, on a une partie qui est sur le BTC, sur la totalité des cryptos, et la majeure partie n'est pas sur le BTC, mais sur l'Ethereum. Et oui, l'Ethereum est hautement shorté, et donc derrière, on a eu une très belle réaction de l'Ethereum, ce qui est positif pour le marché général de l'Ethereum. Alors, on va attaquer l'order flow. Alors, l'order flow, très intéressant, on n'a pas au niveau des top traders de cassure. Hein. On est vraiment dans quelque chose qui se tient fort. Derrière, on a l'open interest qui se tient aussi fort, malgré la cassure baissière, la haussière. Donc on a très peu de liquidations qui ont été effectuées, voire même on reste toujours à 160. Je pense que ça va être notre nouveau palier, hein, 140, 150. Dans lequel on va avoir un open interest qui va se stabiliser dessus. On est dans un ratio de 3 qui est toujours colossal à mon goût, mais bon, malheureusement, c'est comme ça. Et ensuite, on a par contre, au niveau des comptes classiques, une divergence qui est en train de se faire avec des shorts qui sont en train de se créer, très positif, ça, pour une accélération haussière, d'accord ? Donc tant qu'on a les top traders et l'open interest qui continue à rester très haut, et que derrière on a une augmentation des shorts, voire même une inversion, plus on va monter, ce qui est possible qu'on continue à monter très légèrement, voire par des petites impulsions, on risque d'avoir une augmentation des shorts sur la totalité des comptes, et là on risque d'avoir un très gros short squeeze qui se met en place, avec une accélération haussière dans lequel on peut potentiellement aller chercher les 22 000 qui est une zone que je vous ai donnée très forte, dans lequel on a quand même
ici une résistance, on va passer ici, une résistance très très forte avec de l'inducement qui se trouve là, donc dans lequel pour moi j'ai tendance à penser qu'on va aller potentiellement la prendre dans une accélération haussière, et ensuite on a de l'imbalance qui se trouve ici, donc dans lequel on aura tendance à aller combler ces zones-là et qui retombe dans les 22 000, dans lequel on a notamment un order block très intéressant, dans lequel on pourrait retravailler, dans lequel il va falloir surveiller est-ce que l'on a une distribution. À ce moment-là, on aura une continuité baissière, donc renforcement ici, soit prise de liquidité de l'inducement pour une cassure, soit derrière juste tout simplement un renforcement et une chute, ou soit on va faire une réaccumulation et continuer à repartir à la hausse, et à ce moment-là, on ira retester les 25. Pour l'instant, on est très très loin de ce scénario, on n'a toujours pas fait de break of structure, hein. Quand on regarde un petit peu en daily, on voit qu'on n'est pas cassé les 20 500. Comme je vous l'ai dit, pour pouvoir partir à la hausse, il faut aller casser les 20 500. Là, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, ce qu'on a effectué majoritairement, c'est la prise de liquidité de cette zone ici. On a vidé tous les ordres qui étaient là. Donc là, on a vraiment clean totalement et on est en train de partir à la hausse. Aujourd'hui, hausse qui est en train de se voir aussi au niveau clairement du Nasdaq. Nasdaq où là, on est allé chercher les 10 500. Voilà, je vous l'avais dit. Toucher les 618 382, donc zone très très forte, hein, dans lequel on a eu une réaction monumentale. On a racheté toute la mèche, rachat de la mèche qui a continué, et avec une journée aujourd'hui qui commence à se dérouler bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, on est en clôture hebdomadaire, dans lequel on va terminer. On est dans un début de journée qui est plutôt positif. Généralement, on sait que dans la majorité des cas, on se retrouve dans une inversion de la tendance journalière. Donc, si on commence de façon positive, il y a de grandes chances qu'on continue de façon négative. De toute façon, là, ça va être ce qui va être donné comme ton. D'accord? Si on se rapproche et qu'on arrive à aller retester cette zone-là des 10 500, qu'on passe au-dessus de 10 500 et qu'on va potentiellement faire un break-off structure ici, ok, là on aura une schématique de se dire, ok, le marché est fini de pricer. C'est un petit peu l'idée que je vous ai donnée. C'est est-ce que quand on voit ça, on se dit que c'est un pricing? Moi je me dis que c'est pas un pricing. Là je me dis que c'est pas un pricing. Là je me dis que c'est surtout une pêche à la liquidité sur fond de news. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était déjà pricé. On est allé chercher toutes les personnes qui étaient en longue, forcer les personnes à se mettre en short, retracer très fortement, éclater toutes les personnes qui sont en short, faire un short squeeze. Là, on a liquidé énormément de personnes, on a fait énormément, en fait, de liquidation, ce qui est, somme toute, positif pour le marché. Mais donc, pour moi, là, c'est plus une pêche à la liquidité généralisée sur un fond de nouvelles, ce qui est symptomatique de ce qu'on retrouve classiquement dans des nouvelles très fortes, avec une manipulation de marché très forte. Donc, pour moi, là, j'ai une considération d'un non-pricing, mais plus, du coup, d'une pêche à la liquidité. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend deux choses. C'est que soit le pricing n'est pas encore fait. Si le pricing n'est pas encore fait, ça veut dire que on va descendre très bas, mais je pense qu'on n'aurait pas racheté à ce moment-là la mèche. Je peux me tromper, mais c'est un petit peu l'idée. Soit le pricing a été fait, et donc à ce moment-là, on a on a en tout cas une idée de quand est-ce que ça va retourner sur la classique, et donc à ce moment-là, on va avoir une structuration potentielle de ranging qui va s'effectuer, voire même aller retester des zones comme les 10 500 avant de potentiellement redescendre, retravailler les zones basses et ainsi de suite, avant de pouvoir restructurer quelque chose. Sur une période de fin d'année où on partirait sur quelque chose d'assez range en fait, globalement, avec une zone de neutralité qui serait découpée de cette façon-là, dans lequel avant on pourrait soit faire un break haussier, soit faire un break baissier par la suite, en fonction des nouvelles que l'on pourrait avoir. Mais pour moi, je pense qu'on va arriver dans une zone de neutralité, somme toute, assez cohérente par rapport à ça, surtout qu'on arrive dans une zone, dans une période, où on va avoir un certain nombre de chiffres qui vont être donnés notamment par le Nasdaq et le SP500 sur l'ensemble des sociétés qui la composent, et donc à ce moment on risque d'avoir aussi pas mal de nouvelles qui vont nous donner un petit peu de grain à moudre sur la macroéconomie pour voir l'état général de la santé, la macroéconomie américaine, qui va donner un petit peu le ton aussi sur ce qui va se passer, notamment au niveau de la Fed, même si on sait et on a compris que la Fed va continuer à marteler jusqu'à ce que ça descende, même si on sait qu'on a toujours un délai, hein. Il faut bien comprendre que l'augmentation des taux ne se fait pas tout de suite, enfin l'impact de l'augmentation des taux ne se fait pas tout de suite, elle se fait au fur et à mesure, et ça peut prendre 6 mois, 7 mois, 8 mois, voire même des fois 1 an, avant d'avoir un véritable impact. C'est pour ça qu'on a toujours quelque chose qui est différé. À vous de me dire en commentaire ou sur Discord d'ailleurs, est-ce que vous pensez que le pricing est fait? Est-ce que vous pensez que c'est une prise de liquidité ici? Du coup, ça sous-entend quelle est votre optique? Est-ce qu'on est dans une zone de neutralité? Est-ce qu'on descend vers le bas? Est-ce qu'on va
monter ou est-ce que on reste neutral? N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. Moi personnellement, j'ai une tendance à la neutralité à l'heure actuelle vu la réaction que l'on a eue sur le CPI. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément et rejoins-nous sur Discord.